Bonjour, c'est Guillaume de Goulet. On est vendredi, jour de podcast basket, jour de step back. Même si non, désolé, on ne vous parlera pas de James Harden aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à l'autre grand favori pour le titre de MVP, Giannis Antetokounmpo. Enfin, plus exactement à son équipe en fait, les Milwaukee Bucks. Alors pourquoi un spécial step back ? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont terminé la saison régulière de NBA numéro 1 à la surprise générale, 60 victoires en 82 matchs quand même, mieux que les Golden State Warriors, double champion en titre. Parce que oui, Milwaukee fait partie des franchises, des 9 franchises en play-off qui ont au moins gagné un titre. Si, souvenez-vous, c'était en 1971. Personne autour de cette table, je crois, n'était né, mais peu importe. Et parce qu'enfin, l'équipe du Wisconsin est l'une des plus discrètes et des moins connues de la ligue. Malgré quelques stars quand même qui sont passés, Jabbar, Robertson, Michael Redd, Ray Allen, Glenn Ott, Robinson, enfin bref, on en reparlera plus tard. Mais tout ça pour dire quoi ? Que ça vous permettra, tout simplement, après avoir écouté ce podcast, de briller en famille ou entre amis durant le week-end de Pâques qui s'annonce sous le soleil. Alors pour raconter cette belle franchise de Milwaukee, son histoire, son actualité et son avenir, j'ai recruté 3 jeunes journalistes pleins d'allant autour de moi. Amaury Perdreyo, bonjour Amaury. Bonjour à toutes et à tous. Gaëtan de la Folie, salut Gaëtan. Salut Guillaume, bonjour à tous. Et Yann Onona, enchanté d'être là, salut Yann. Salut Guillaume, salut à tous. Voilà, vous savez tout le monde a enfilé son maillot blanc et vert, floqué du numéro 34, alors on prend un grand élan. 3, 2, 1, début du game vert. On va changer nos habitudes, messieurs, pour commencer. On va faire un petit peu de géo. Vous étiez bon en géographie à l'école ou pas ? Plutôt pas mal. Bon. Facile ou pas de placer Milwaukee sur une carte aux États-Unis ? Si on y est allé, on sait que c'est pas très loin de Chicago, quelques heures à gauche. 150 km, effectivement, au nord de Chicago, placé sur la rive ouest du lac Michigan. Milwaukee, c'est une ville plutôt paisible, 600 000 habitants, dont la franchise basket est née en janvier 1968. Et dans la région, dans la grande région, on est aux États-Unis, il faut voir large, pardon pour l'expression, mais ça pue le basket. Entre les Chicago Bulls et Detroit Pistons, qui vont se faire sweeper par les Bucks au premier tour, petit prono, les Indiana Pacers et même de l'autre côté de la frontière, les Toronto Raptors, il y a du monde au balcon. Et étonnamment, messieurs, on connaît très bien toutes ces franchises, toutes celles que je viens de citer, mais les Bucks, nettement moins. Alors, ma première question est toute simple. Pourquoi ? Je pense que la réponse est presque un peu dans ta question. C'est une franchise jeune. 1968, c'est quand même tout récent dans le basket pour une franchise qui est créée, je le rappelle, en même temps que les Phoenix Suns. Voilà, c'est une histoire qui est plutôt courte. Un titre NBA, certes, mais au tout début de son histoire. Donc, pour on va dire, la jeunesse d'aujourd'hui, entre 20 et 50 ans, ça appelle pas beaucoup de souvenirs, je pense. Quelques figures marquantes, certes. Je pense qu'on se souvient des joueurs qui sont passés par cette franchise, mais les résultats, beaucoup moins. Et donc, je pense qu'on a du mal forcément à s'identifier ou à rappeler tous ces souvenirs assez rapidement. C'est une des équipes qui a peut-être traversé les années 2000 de la manière la plus anonyme possible. Toujours un bilan, on va dire, moyen. C'était jamais désastreux, mais c'était jamais suffisant pour briller. Ça se qualifiait en play-off une fois sur 2. Pas ça assez bling, c'est ça que tu veux dire ? C'est bling-bling. Alors oui, il n'y a pas eu de joueurs dans les années 2000. Je parle après la séparation du trio Ray Allen, Sam Cassell et Glenn Robinson. Il y a eu un grand joueur qui était Michael Redd, mais qui n'était pas quelqu'un de très charismatique. C'était pas non plus un joueur qui allait claquer des gros dunks partout. C'était pas un joueur autour duquel tu pouvais développer l'image de ta franchise. Donc c'est une franchise qui a traversé les années 2000 et début des années 2010 de manière assez anonyme. Il y a aussi un souci, ça peut paraître peut-être dérisoire, mais il y a un souci de maillot pendant des années, de maillot et de logo, avec un logo qui était pas au niveau des autres logos NBA. Jusqu'au début des années 90, c'était un petit élan tout mignon. On aurait dit un personnage de dessin animé. Même dans les années 2000, il était un peu stylisé, mais c'était quand même pas terrible. Et il a fallu attendre 2015 pour avoir le logo actuel qui est très beau et qui est dans la norme de ce qui se fait aujourd'hui en NBA. Et c'est aussi avec l'identité, les logos, les couleurs que tu vas développer le marketing, l'identité de ta franchise et vendre des produits dérivés. Et c'est quelque chose qui a sûrement été un peu sous-estimé à Milwaukee pendant des années et qui revient là à nouveau un petit peu avec un logo stylé, avec des maillots extrêmement beaux, à mon sens.
C'est ça qui manque, Yann, ou qui a manqué à cette franchise, au-delà d'un joueur pour l'incarner, c'est d'abord un style, un look, une couleur. Je pense que tout ça, oui, style, look, couleur, en fait, toutes les apparences et tous les apparats qui vont avec les franchises NBA, ça fait aussi venir les joueurs. Donc il y a toujours un lien entre les deux, malgré la draft qui est censée rééquilibrer les débats. Et puis la chose que tu ébauchais en introduction, c'est qu'effectivement, c'est un petit marché, parce que c'est un plus petit bassin de population, donc ça draine moins de monde, il y a moins d'intérêt, en tout cas au niveau national, donc forcément il y a moins d'argent à faire, donc il y a moins d'intérêt de la part des joueurs et même de tout le microcosme et de tous ceux qui évoluent dans ce monde du basket. Et j'irais même jusqu'à dire qu'aujourd'hui c'est encore le cas. Il y a un article très intéressant du site The Ringer que vous trouverez sur le web, qui évoque ça et qui raconte qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'on a un Giannis Antetokounmpo qui vampirise la ligue, qui va probablement être désigné MVP et que c'est la meilleure équipe au bilan cette année, il y a que 1 ou 2 journalistes vraiment réguliers qui suivent la franchise, ce qui est inimaginable quand vous allez voir les Lakers ou les Knicks, on les compte par dizaines, les journalistes, et juste les locaux. Et puis ensuite, il y a tous ceux qui s'agrègent, et des fois, ça donne des masses pendant les phases finales, où on parle de plusieurs centaines de journalistes. À Milwaukee, au quotidien, c'est 2 ou 3 journalistes. Pourtant, Amaury, c'est une franchise qui avait démarré pied au plancher, si je puis me permettre, créée en 68. Elle est titrée 3 ans après seulement. Comment est-ce qu'on explique ça, tout simplement? Est-ce que tu peux nous faire un petit retour vers le futur? Bon, on imagine donc une franchise créée en 68 à l'initiative de la NBA avec Phoenix dans le cadre de 2 divisions, si je me trompe pas au niveau de la ligue. Donc première saison forcément un peu galère pour se faire à ce rythme-là, sans vrais joueurs. Et arrive l'été 69 mars 69 et ce toss pile ou face pour décider qui aura le premier choix de la draft 69. Qui permet à Milwaukee de récupérer Lou Alcindor, plus connu sous le nom de Kareem Abdul-Jabbar. Et à partir de là, ils récupèrent le meilleur joueur en activité. Ils construisent autour de lui. Première saison avec lui, ils échouent en finale de division. Et l'année suivante, en présence d'Oscar Robertson, on se retrouve avec une super équipe déjà prête à dominer. Donc un titre au bout de 3 ans, c'est presque inespéré pour une franchise qui vient de naître. Mais Amaury, on peut raconter peut-être un petit peu justement l'arrivée d'Abdul-Jabbar, parce que ça avait rien d'évident. Il y avait rien de gagné, notamment parce que cette histoire de rivalité NBA-ABA, à l'époque les deux ligues qui s'affrontaient justement sur ces stars, et normalement il était prévu que Abdul-Jabbar reste en ABA. Il avait prévu de rester du côté de New Jersey, je crois. C'est les New York Nets, exactement. Les New York Nets, on va dire une sorte d'hybride. Et tout s'est joué sur fond de promesses, de chèques. A priori, un chèque qui lui aurait jamais été donné. Et il avait demandé à ce que ses prétendants jouent carte sur table. Et au final, la NBA a remporté le lot. Kareem Abdul-Jabbar a dit qu'il voulait plus jamais remettre les pieds en NBA à cause de ce pseudo-affront du chèque qui serait resté dans la poche de la personne qui était missionnée pour venir le convaincre, quoi. Donc au final, il opte pour la NBA, et en plus d'opter sur la NBA, sa carrière se décide sur un pile ou face. Pour l'histoire, Phoenix avait opté pour face et c'est tombé sur pile. Et même à partir de là, Jabbar, il me semble, déclare qu'il était déçu parce qu'il aurait souhaité jouer du côté de New York, Los Angeles ou San Francisco. Donc, l'histoire d'amour avec la NBA commence pas très facilement pour lui, mais finalement, c'est ça qui a décidé du destin de la franchise. Et juste pour préciser, peut-être le pile ou face, c'était à l'époque, le premier choix de draft se jouait entre les 2 pires équipes de la ligue. C'est Phoenix qui avait le plus mauvais bilan, Milwaukee le deuxième plus mauvais bilan, et donc le premier choix de draft, comme tu dis, c'est joué à pile ou face. Et la direction de Phoenix avait fait voter les fans des Suns dans le journal pour leur demander de choisir quel côté de la pièce ils voulaient. Ils avaient choisi face, c'est ça? Et c'est tombé sur pile. Et ça s'est fait au téléphone. C'est-à-dire que les dirigeants de la franchise de Milwaukee apprennent le résultat au téléphone. Il n'y a personne pour assister à ce pile ou face, finalement, de légende, quoi. Et au milieu de ça, il y a aussi vous avez oublié là de mentionner juste les Harlem Globetrotters qui au même moment proposent
à Lou Alcindor, Karim Abdul-Jabbar, $1 million pour les accompagner. Et donc, il va mettre ça de côté pour aller du côté de Milwaukee. Et en fait, son arrivée transforme tout de suite la franchise. Alors, il est rookie de l'année, évidemment, dès sa première saison, mais avec des stats absolument monstrueuses. Et on passe d'une équipe de la plus faible équipe de la ligue quasiment à un contender pour la finale. Et comme tu l'as mentionné tout à l'heure, il aura fallu ajouter Oscar Robertson en fin de carrière, mais encore très très fort. Début de fin, quoi. Début de fin, ouais. Pour construire un roster qui était peut-être... qu'on peut mettre dans la discussion des meilleures équipes de tous les temps, avec Karim Abdul-Jabbar, qui s'appelait encore Lou Alcindor, et Oscar Robertson, et qui va aller jusqu'au titre donc en 71. Ça va durer 4 ans, Jabbar ou Lou Alcindor aux Bucks. Ensuite, il va se barrer aux Lakers. Il va pouvoir aller à Los Angeles sur fond de désaccords financiers avec les dirigeants de l'époque. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Milwaukee qui va stagner un petit peu, mais qui ne va pas disparaître étonnamment. Non, ils vont pas disparaître, loin de là. Alors la fin des années 70, c'est un peu plus délicat. Il va y avoir une deuxième grande période dans les années 80 sous la houlette de Don Nelson, qui est aussi un coach mythique en NBA. Et dans les années 80, alors ils sont emmenés par Sidney Moncrief, qui est peut-être un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA. C'est lui qui a gagné les 2 premiers titres de meilleur défenseur de l'année, coup sur coup. À une époque où ça défendait encore, du coup. Ouais, et ça défendait sévèrement. Demandez à Michael Jordan ce qu'il pensait de la défense de Sidney Moncrief. Et c'est une équipe avec une identité défensive très forte et qui est une des meilleures équipes NBA dans les années 80, mais qui à chaque fois voit sa route à l'Est barrée par 2 équipes all-time, des meilleures équipes de tous les temps, qui sont les Celtics de Birds ou les Sixers de Moses Malone et Julius Erving. Donc ils ont, on va dire, pas eu de chance. Ils sont arrivés dans une ère où il y avait des équipes ultra dominantes à l'Est et que eux n'ont jamais réussi à faire tomber. Et c'est aussi un peu l'histoire de Sidney Moncrief, qui était un excellent défenseur, mais qui était dans une période où il y avait Magic Johnson aux Lakers, Bird aux Celtics, le début de l'ère Jordan à Chicago, qui a jamais su s'imposer non plus comme une superstar, alors que c'était un excellent joueur. On peut considérer que c'est presque cette période-là, la période d'adaptation, d'apprentissage. Ce qui s'est passé avec Jabbar, c'est presque un accident. Ils en ont profité comme il fallait dès le début de leur histoire. Mais justement, c'est cette période fin des années 70, on va dire les années 80, ça représente quand même 12 saisons consécutives en play-off. Donc, ce qui prouve qu'on a quand même une franchise qui est mature, qui est vraiment centrée autour du basket et pas forcément que sur les à côté, avec un star system qui se construit, etc. Donc, Don Nelson, je pense qu'il a aussi incarné en termes de leadership au poste d'entraîneur, donc qui a amené une culture au niveau de la franchise. Donc, ils se sont construits sur ces années-là. Après, il y a eu des années de creux parce que il faut avoir les joueurs, le coup de chance, la draft qui va bien. Mais finalement, se qualifier pour les playoffs, c'est aussi des choix de draft qui sont moins bons. Donc, ça a pris plus de temps. On traverse le fameux trou dont parlait Gaëtan après sur les années 90-2000. Et puis, en avançant dans l'histoire, là, je pense qu'on est en train de retrouver une belle vague, quoi. Les années 2000, t'en parlais à Maurice, Big Free. C'est un Big Free qui est pas fantastique, mais quand même un Small Free, qui a quand même de la gueule. Ray Allen, Sam Cassell, Glenn Robinson. C'est pareil, ça n'a pas pu aller jusqu'au titre NBA, évidemment. Il y a les Bulls, grande époque, il y a les Lakers, grande époque, c'est compliqué. Et puis surtout, il y a les Sixers en 2001, puisque pour vous rappeler un petit peu, ça va jusqu'au match 7 de la finale de conférence. D'ailleurs, c'est la dernière fois que Milwaukee a remporté une série de playoffs, c'est en 2001, donc ça remonte à très très loin. Et donc, dans ce dernier match, c'est Allen Iverson qui fait le show et qui marque 44 points, si je ne me trompe pas, et qui emmène les Sixers en finale contre les Lakers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, il y a un énorme scandale qui éclate sur est-ce que cette série n'aurait pas été arrangée. Donc c'est initié directement par les joueurs des Bucks qui disent, en gros, c'est Ray Allen d'ailleurs à l'époque, et George Karl, le coach, qui disent, en gros, en conférence de presse devant tout le monde, ça n'arrange pas l'NBA que Milwaukee, petit marché, se retrouve en finale NBA, ça fera plus d'argent avec Philadelphie. Donc ils accusent les arbitres et l'NBA d'avoir arrangé notamment un ou deux des matchs pivots de la série en sifflant pas assez de coups de faute en leur faveur. Et ça termine comme ça, puisque derrière, on ne revoit plus Milwaukee pendant des années au niveau, et que
pas très longtemps plus tard, Ray Allen va partir vers d'autres contrées. Giannis Antetokounmpo, pour faire encore un saut cette fois vers le présent, c'est l'homme qui peut ramener Milwaukee au titre, comme Jabbar en 71. Jabbar a répondu par l'affirmative, en tout cas, à cette question. Et on lui a posé cette saison où est-ce qu'il voyait les Bucks à la fin de l'année, et il a répondu qu'il les voyait aller au titre. Donc avoir l'assentiment de peut-être de ce qui est le joueur, c'est pas peut-être, c'est sûr, la plus grande figure historique de cette franchise, ça donne une indication sur le niveau jusqu'où peut aller cette équipe. Ouais, je suis à peu près d'accord. À 1 ou 2 années près, voilà, je pense que c'est une équipe. Pas cette année. Voilà, si ça se fait pas cette année, là où les Warriors vont sûrement se disloquer à la fin de la saison, Milwaukee va garder, je pense, ce noyau avec un coach qui leur va ravir, qui sait justement gérer un joueur comme Antetokounmpo. Lui, il va continuer à grandir, donc il n'est même pas encore au sommet de son arc. On parle déjà d'un joueur qui est capable de dominer la ligue sur les 10 prochaines années, donc. Je ne sais pas si vous avez vu l'image, il y a une image du premier tour des playoffs contre Détroit où Antetokounmpo est à l'arrêt sous le panier et en fait il saute et il met un dunk à l'arrêt en détente sèche sur Thon Maker. Voilà, c'est ça, sur Thon Maker, son ancien coéquipier. Et je regardais des vieilles images de l'époque de Lou Alcindor et de Karim Abdul-Jabbar. Donc, et en fait, il y a exactement le même type d'image. C'était frappant. Il y a le même type d'action à l'époque. Donc, il y a une résonance entre les deux joueurs, même si évidemment, c'est pas. Entre le 33 et le 34. Exactement. Voilà, non, mais c'est assez frappant. Et d'ailleurs, les chiffres qu'aligne Antetokounmpo, en fait, n'ont plus été vus dans cette franchise depuis Oscar Robertson, Big O et Karim Abdul-Jabbar. Donc il y a quelque chose. Il y a aussi le même côté domination, quoi. Jabbar dominait comme personne à l'époque. Il avait son fameux skyhook qui était un move absolument indéfendable et qui lui permettait de marquer presque quand il le voulait. Giannis, c'est peut-être le plus fort joueur en transition de l'histoire. Il est absolument inarrêtable quand il est lancé, avec son corps si long, si fort, sa détente, sa dextérité. C'est un joueur unique. Alors, il est perfectible dans pas mal de domaines, notamment le tir, mais c'est un joueur qui domine à des niveaux rarement vus, en tout cas à Milwaukee, jamais vus depuis Karim Abdul-Jabbar. Vous disiez tout à l'heure que les Bucks avaient le temps, qu'Antetokounmpo avait le temps pour gagner un titre NBA. Est-ce que ça veut dire que leur saison est déjà réussie, là, aujourd'hui ? D'abord, moi, je ne suis pas d'accord. Ils ont le temps. Oui, peut-être, ils ont un peu de temps, mais je pense que c'est déjà leur année, en fait. Je pense qu'ils ont tous les éléments, l'expérience, évidemment, pourra jouer dans quelques moments décisifs, mais en réalité, sur toute l'année, je crois que c'est l'équipe qui gagne avec le plus de marge et le plus de matchs. Donc je pense qu'il faut quand même relativiser un peu cela. Ils martyrisent les adversaires, ils sont bien coachés, bien entourés, et donc je pense qu'il faut rappeler que tout a changé il y a 4 ans. Il y a eu un pivot, il y a eu un changement de propriétaire, ils viennent de rentrer dans une nouvelle salle. Donc il y a une dynamique, il y a eu un passage très réussi, plutôt réussi en tout cas, de Jason Kidd au coaching. Et depuis qu'ils ont mis cette année Mike Budenholzer, ils développent un jeu complètement en adéquation avec ce que demande la NBA aujourd'hui, c'est-à-dire du jeu rapide, beaucoup de shooters à 3 points, notamment les intérieurs. Donc on rappelle que Brook Lopez, tu as peut-être le chiffre, Amaury, il prend 6 ou 7 tirs à 3 points par match, quelque chose comme ça. Oui, sur ces eaux-là. On parle de pivots qui prennent des tirs à 3 points par valise, quoi. Ils en envoient des dizaines par match. Il y a Giannis Antetokounmpo, l'OVNI au milieu de tout ça. Il y a un meneur de jeu qui était revanchard, qui est arrivé l'année dernière, Eric Bledsoe, et qui vit une vraie résurrection du côté du Wisconsin. Je vois pas trop pourquoi ils attendraient au-delà de cette année. Pour te répondre, je voudrais faire écho à ce qui se passe avec Denver, voilà, qui était 2e à l'Ouest, qu'on voyait éventuellement aller loin. Et c'est justement ce que mentionnait Guillaume, c'est cette histoire d'expérience. Ils en ont peut-être un peu plus que Denver, mais est-ce qu'ils en ont assez face aux équipes qui jouent le titre depuis 3, 4, 5 ans ? C'est pas dit que, comme tu dis, dans les moments chauds, qu'ils sachent maîtriser tout ça. Est-ce que c'est une bonne chose pour eux que de rouler sur Détroit dès le premier tour pour arriver à un deuxième tour qui va être d'office beaucoup plus difficile ? A priori, c'est Boston, donc c'est aussi une équipe qui a sa chance, forcément, à l'Est. Donc voilà, c'est cette expérience, si c'est ce qui leur manque cette année, c'est aussi ce qu'ils vont
acquérir pour pouvoir l'utiliser l'année prochaine. Je pense je pense qu'ils ont quand même construit l'effectif pour répondre un petit peu à ça, même si évidemment Boston, tu as raison, ça va être un sacré morceau, puisqu'il y a au niveau individuel, au niveau talent, il y a tout ce qu'il faut, et puis il y a l'expérience éventuellement en plus. Mais bon, ils ont fait venir George Hill, meneur d'expérience. On a le jeune Malcolm Brogdon qui a explosé depuis son arrivée dans la ligue. Ils ont renforcé l'effectif à l'intérieur avec Nikola Mirotic et même, j'ai envie de dire, Pau Gasol, bon, même s'il peut pas apporter... Un fauteuil roulant. Voilà, c'est ça, des 1000 et des 100. Je pense qu'il doit garder quelques souvenirs de ses titres aux Lakers en 2009 et 2010. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire. Puis en termes d'expérience, on peut parler de Mike Budenholzer, qui a été assistant aux Spurs pendant les glorieuses années, qui a été de tous les titres des années 2000 en tant qu'assistant de Greg Popovich, qui a ensuite fait ses armes à Atlanta, qui l'a conduit jusqu'en finale de conférence. Et coach de l'année, je crois qu'il a été... Coach de l'année en 2015. Et qui est peut-être la meilleure recrue en fait des Bucks, parce qu'il a réussi en fait, sa force c'est d'adapter son jeu à son effectif. Et juste un chiffre, la saison dernière Milwaukee tentait 24 tirs à 3 points par match. Cette saison, ils sont l'équipe qui tente le plus à 3 points avec plus de 38 tentatives par match. Il a complètement transformé le jeu. Houston. Plus que Houston. C'est les numéros 1. C'est le numéro 2, pardon. C'est la deuxième équipe qui tente le plus, un peu moins que Houston, pardon. Mais ça paraissait un peu. Ouais, Houston c'est 44, je crois. C'est absurde. Mais le jeu a été transformé à Milwaukee. Et ce alors que Giannis tente peu de 3 points. C'est le paradoxe. C'est la figure de ta franchise qui finalement en tire presque le moins. C'est révélateur. En fait, c'est un joueur old school. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que s'il se met à mettre des tirs à 3 points, il va devenir carrément, totalement injouable en fait. Il est déjà injouable, mais s'il mettait des tirs à 3 points, et on l'a vu sur quelques matchs faire des 3 sur 7, 3 sur 6, donc ça commence. Mais il faut imaginer, je pense que par rapport au star system NBA du moment, il faut imaginer un Kevin Durant plus grand, plus large, plus musclé. Plus grand, je suis pas sûr. Hein. Il fait 2-11. Antetokounmpo, Durant, il fait 2-11. Hein. Oui, il a beau se baisser et enlever ses chaussettes. Avec ou sans les chaussures, il y a débat. Mais non, mais c'est fort en contre-attaque, ça c'est sûr. Plus massif, plus dominateur physiquement. Et s'il ajoute le tir à 3 points à son arsenal, ça devient vraiment injouable. Mais c'est pour ça le jeu offensif des Bucks est construit sur le fait d'étirer la défense au maximum, et c'est pour ça que Brook Lopez a été recruté à l'intersaison. C'est un pivot capable de shooter de loin, on en a parlé, et donc qui va sortir le pivot adverse de la raquette et permettre à Giannis de prendre de la vitesse et d'attaquer le cercle comme il le fait si bien, et là où il est pratiquement inarrêtable. C'est exactement ça, et c'est vrai que là, la question se pose s'ils tombaient sur les Warriors par exemple, même s'il faut attendre de la demi-finale de conférence contre Houston pour en savoir un peu plus, mais s'ils tombaient contre les Warriors, ça pourrait poser problème parce que c'est un jeu un tout petit peu stéréotypé parfois, alors que le jeu des Warriors est beaucoup plus varié et beaucoup plus riche en termes de basket pur. Hein, donc, mais c'est intéressant comme confrontation, c'est sûr. Ils ont des choix défensifs aussi très intéressants. On l'a vu contre Houston où ils ont tenté et réussi cette défense si particulière sur James Harden en se mettant à côté, en lui ouvrant le milieu et en le laissant tirer à mi-distance, là où il est le moins en réussite. Et c'est aussi des choix défensifs forts, Milwaukee. C'est la meilleure défense, le meilleur defensive rating, c'est-à-dire le nombre de points encaissés pour 100 possessions cette saison. Et c'est aussi une des grandes forces de cette équipe. C'est la meilleure attaque aussi, hein, en nombre de points marqués, en tout cas. Ouais. Cette histoire de Harden avec Houston, là où c'est encore plus révélateur, c'est que Utah n'y arrive pas. Ils ont essayé, ils n'y arrivent pas. Donc, ce qui veut dire que c'est pas qu'une question de volonté, c'est une question de talent aussi dans l'effectif pour appliquer cette volonté-là et d'y arriver. Et collectivement, il suffit pas de se mettre à côté de James Harden et de lui fermer sa main gauche. Il faut que l'équipe derrière suive, que le pivot monte pas trop pour pas ouvrir les alley-oops à Clint Capella. Enfin, c'est tout un enchaînement tactique que Utah ne parvient pas à faire, là où Milwaukee a très bien réussi. Justement, en saison régulière. Ouais. Justement, quel adversaire vous semble le plus à même de stopper Milwaukee vers une finale de conférence Est? Boston, Phila? Une finale de conférence. Vers une finale NBA tout simplement. Pardon. Boston ou Phila? Je pense que sur les deux adversaires, c'est aborder les séries sur deux aspects différents. Si c'est Boston, c'est l'aspect défensif qui va primer. Si c'est Philadelphie, ce sera l'aspect offensif. Est-ce que Milwaukee sera capable de marquer plus que Philadelphie qui, sur le début des playoffs, a l'air de montrer qu'ils n'ont pas trop envie de défendre? Alors que Boston, je pense que la priorité d'un Brad Stevens, ce sera de stopper Giannis
et de dire voilà, c'est pas plus de 30 points par match, ou c'est vraiment chercher à limiter son influence. Là où Philadelphie pourrait prendre le pari de dire on le laisse faire ce qu'il veut, et par contre c'est les autres qu'il faut limiter à côté. Donc au jeu de l'attaque, je pense que Milwaukee peut passer. Boston pourrait poser beaucoup plus de problèmes parce qu'ils ont des joueurs capables de défendre et d'aller profiter peut-être de certains côtés naïfs de la jeunesse de Milwaukee. Ouais. Oui, je pense que ça défendrait plus sur toutes les lignes en fait. Amaury a raison. Boston peut envoyer pas mal de joueurs en mission, alors qu'on sent Philadelphie un peu plus friable et voulant se reposer peut-être plus sur son talent naturel. En plus, il y a la question Joel Embiid, puisqu'évidemment, si ses problèmes au genou continuent, ça change carrément toutes les données d'une éventuelle confrontation. Donc, il me semble que sur des missions particulières, pour essayer de stopper un peu Antetokounmpo ou même un peu l'extérieur, je pense qu'ils ont de quoi faire entre Tatum, Jaylen Brown. Ils ont un paquet de joueurs qui peuvent sortir du banc ou démarrer et faire le chantier de ce point de vue-là. Milwaukee aussi a un paquet de joueurs, un banc très costaud. Alors, les lieutenants de Giannis, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais Chris Middleton, Eric Bledsoe, qui sont des joueurs qui apportent énormément. Et puis, il y a aussi toute une pelletée de joueurs de rôle, de Pat Connaughton, George Hill, DJ Wilson, Sterling Brown. Il y a 6-7 joueurs comme ça qui tournent à 7 points par match, quoi qu'il arrive, tous. Et c'est une force aussi collective assez intéressante, Milwaukee. C'est Giannis plus une équipe très structurée autour, c'est ça ? Où chacun connaît son rôle et l'applique parfaitement. Il y a une mécanique collective. Tu parlais tout à l'heure, on peut leur reprocher un côté un peu caricatural en attaque, mais c'est à chaque fois parfaitement exécuté. C'est des choix forts et tenus tout au long du match. Et ça fonctionne. Et modifiable en cas d'absence de Giannis. N'oublions pas que si le joueur devait se blesser, je pense que Milwaukee est quand même capable d'exister sur les playoffs parce que ils sont capables de changer leur jeu, de se recentrer autour d'un Chris Middleton, de garder cette versatilité de la part de Brook Lopez. Enfin, évidemment, c'est pas la même équipe, ça a pas le même impact, mais je pense un peu aux Warriors quand ils perdent DeMarcus Cousins. Finalement, il y a pas panique à bord. Ils ont perdu en intérieur, mais ils gardent le reste des stars ou les autres joueurs qui font le boulot à côté. Et quand il y a un soir sans pour un joueur, mais il y en a d'autres qui prennent le relais. Et Milwaukee, c'est finalement cette même volonté-là. Un soir où Giannis devait tourner seulement entre guillemets à 18 points et 8 rebonds, et ben il y aura un Chris Middleton à 24 ou 25, il y aura un Brook Lopez à 20 ou 22 qui aura mis ses tirs à 3 points. Et au final, c'est pas un joueur star et on va dire des joueurs qui sont là pour apporter au coup par coup. C'est des vrais lieutenants, voire des co-capitaines. Là, tu viens de me dresser le portrait d'une équipe championne NBA en fait. Presque. C'est ça, presque. En tout cas, peut-être pour revenir à ta toute première question, souligner que cette équipe actuelle a réussi à rendre à nouveau sexy Milwaukee, à faire vendre des maillots floqués Giannis Antetokounmpo, à mettre le Wisconsin sur la carte des États-Unis, et c'est quand même pas un mince exploit au regard de ce qu'on disait en début d'émission. Pour terminer sur ce spécial Buck, un petit prono, on en a fait quelques-uns quand on a lancé la saison playoff évidemment, mais jusqu'où vous voyez aller Milwaukee tout simplement. Je vais vous demander un stade et puis un score évidemment. Si on se prolonge sur le bracket, là, je pense que ça peut faire un bon 4-0 face à Détroit sans problème. Une demi-finale face à Boston, Milwaukee peut s'en sortir 4-2 ou 4-3. Moi, personnellement, dans mon bracket, je les mettais perdants face à Philadelphie en finale à l'Est. Finalement, avoir l'état de santé d'Embiid, la récupération sera pas évidente. Pourquoi pas, même chose, ça peut être une série très serrée. On n'en a pas parlé, mais attention à Toronto, c'est aussi une équipe qui peut avoir un peu suffisamment de profondeur et de joueurs capables de défendre aussi avec ce profil-là. Donc, mais si c'est probablement Philadelphie, oui, pourquoi pas. Milwaukee peut passer 4-2, 4-3, et derrière, ce sera une finale face aux Warriors. Ce sera rafraîchissant, quoi qu'il arrive. Moi, pareil, je les vois aller jusqu'en finale, contre les Warriors aussi, j'imagine. Je pense pas que je leur vois pas d'adversaire capable de les arrêter complètement à l'Est. Peut-être je me trompe, c'est le jeu des pronostics, mais que ce soit Boston, Philadelphie ou Toronto en finale des conférences, pour moi, c'est l'équipe qui a dominé la saison à l'Est et qui va sortir de cette conférence Est et qui ira en finale défier
probablement les Warriors. Et là, peut-être que l'expérience dont on parlait tout à l'heure pourrait jouer défavorablement pour Milwaukee. À voir, peut-être une finale perdue en 7 matchs contre Golden State en finale. Moi, j'ai un petit faible pour Toronto aussi, parce que ce que disait Amaury, je trouve ça intéressant. Et c'est vrai qu'à regarder les premiers matchs de Toronto contre Orlando, l'intensité défensive qui est déployée est absolument impressionnante, surtout après avoir passé toute une saison à regarder des passoires pendant la phase régulière dans toute la ligue, d'ailleurs c'était un peu partout. Donc avec un joueur du niveau de Kawhi Leonard qui est un énorme défenseur et toute une galerie de joueurs intéressants, ce sera forcément indécis parce que moi je vois plutôt Toronto aller en finale de conférence de l'autre côté du tableau. Mais je donne quand même l'avantage à Milwaukee sur cette confrontation. Et j'ai tendance à penser que c'est peut-être l'année de Houston, à voir ce qu'on voit après la blessure de DeMarcus Cousins du côté de Golden State. À mon avis, c'est peut-être maintenant ou jamais pour les Rockets. Et là, j'ai vraiment du mal à prédire qui prend le dessus l'un sur l'autre. Milwaukee ou Houston ? Harden ou Antetokounmpo, en fait. Ça nous ramène finalement au débat de MVP avant de conclure. Est-ce qu'on a attaqué cette émission en disant tout à l'heure Antetokounmpo est probable MVP Je vous ai pas demandé pourquoi, mais je vais vous le demander maintenant en fait. Pourquoi Antetokounmpo serait aussi largement, à votre avis, MVP devant James Harden qui a aligné des chiffres cette année absolument hallucinants et qui continue à faire gagner Houston aussi? Je vais peut-être faire une réponse un peu trop spécialiste ou un peu trop amoureux du basket, mais voilà, Giannis pour moi c'est basket, là où Harden ne l'est peut-être pas forcément. Harden c'est une caricature. C'est du show, c'est ça ? Oui, c'est du show, c'est du 3 points. Il a déjà, et le fait qu'il ait déjà eu ce titre de MVP donne du crédit à Giannis qui a porté cette équipe en tête de la conférence Est. Tu fais de la politique ou tu récompenses Non, mais je pense qu'il apporte quelque chose en plus de ça au basket. Il apporte à son équipe, il apporte à la NBA. C'est un formidable ambassadeur en plus pour le basket européen, estampillé Europe, donc ça me paraît très logique compte tenu de ce qu'il a fait cette saison. Moi, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, donc la NBA est devenue une ligue où le shoot à 3 points est devenu roi, et Giannis Antetokounmpo arrive à dominer outrageusement sans mettre un seul panier de loin. Rien que pour ça, on doit lui donner le titre de MVP. C'est extraordinaire ce qu'il fait cette saison. Alors moi, je pense que tu es sévère avec le pauvre James Harden, Amaury. Évidemment qu'il y a un côté caricature dans ce qu'il fait, mais sans lui, Houston aujourd'hui évidemment n'est pas là où ils sont. Ils ont gagné des dizaines de matchs grâce à ses performances individuelles quand il y avait des blessés dans toute l'équipe. C'est pas que un shooter à 3 points, c'est le meilleur joueur de 1 contre 1 de toute la ligue. C'est la maîtrise, c'est impressionnant. Toutes les équipes, tu te rends compte, 29 équipes essayent à chaque fois de lui faire des défenses combinées, zones individuelles à 4, machin. Le gars, il arrive à chaque fois à reculer, à faire 2 pas en arrière, parfois 4. Voilà, bon, à marquer à 3 points. Il enlève cette dimension ou collective. À pénétrer. Voilà. Oui, mais bon, il donne quand même un paquet de passes par match aussi. Bon, peu importe. En tout cas, c'est ce qu'il a fait cette saison, on l'a dit plusieurs fois, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu individuellement depuis Wilt Chamberlain. C'est quand même quelque chose de fascinant et sensationnel, même si on est d'accord sur le côté puriste du basket. Oui, c'est pas le truc le plus intéressant à regarder. Ceci dit, Giannis Antetokounmpo reste le meilleur joueur de la meilleure équipe de la saison. Pour moi, c'est indubitable et je suis d'accord avec Gaëtan. Il apporte dans tous les côtés du jeu, donc je trouve ça plus intéressant. Et surtout, il y a une stat qui, pour moi, tranche le débat. Il y a eu une confrontation fin mars entre Houston et Milwaukee. Milwaukee s'est imposé 108-94 et il suffit de vous lire les stats des deux joueurs. James Harden a pris 26 tirs, 9 sur 26, 23 points, n'est-ce pas ? 1 sur 9 à 3 points, non ? James Harden, il y avait 1 sur 9 à 3 points, bravo, quelle mémoire. Giannis Antetokounmpo, 19 points, 14 rebonds sur 15 tirs. Son équipe gagne de 14 points. Je pense que ça dit tout et je pense que c'est pour ça que Milwaukee doit avoir l'avantage. Antetokounmpo doit être désigné MVP. Mais ce serait un sacré clin d'œil de retrouver les deux équipes et les deux joueurs face à face en finale NBA. C'est vrai que ça donnerait aussi un sacré spectacle. Donc step back contre step back, ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois, à la semaine prochaine. Bye bye.